Bonjour, je vous propose aujourd'hui un extrait du premier roman écrit par Patricia Oligny, Les yeux d'un autre. Première partie, prologue. Il souhaiterait renouer avec sa mère, lui téléphoner, communiquer avec elle, mais il sait à quel point ça serait pénible de le faire. L'homme redoute, par-dessus tout, ses paroles. Le genre de mots qui laisse des plaies profondes, longues à cicatriser. Mais bon, ça ne sera pas aujourd'hui. 20 ans. 20 maudites années qui a eu lieu cette saloperie d'histoire, cette injustice. Il repense à ce foutu procès, à la haine qui, tel un tsunami, le submerge chaque jour, à la confusion de ses proches. Du dit procès, il ne lui reste plus qu'un brouillard d'accusations, de témoignages, de spécialistes sur la blessure infligée à la victime. Mais ce dont il se souvient nettement, c'était le visage au cœur de la salle d'audience, de sa génitrice. Femme qu'il croyait connaître, mais qui, elle, à présent, le reniait. En conclusion, le cauchemar de n'importe quel gamin. Dire qu'à l'époque où ce non-sens s'est produit, il était étudiant et fréquentait l'une des plus grandes, des plus prestigieuses universités du pays. À cette époque, oui, il était jeune, beau et fier comme un paon, fort populaire auprès de la gente féminine. Toutefois, s'était pointé le jour où tout avait basculé. Cette journée-là, alors qu'il était revenu à la maison, les vêtements maculés de sang. En un claquement de doigts, ses rêves, ses projets d'avenir, tout s'était évaporé. Putain de vie. Pour l'instant, le type use le plancher dans la pièce où il se tient, en y allant de va-et-vient. Il tente, de cette manière, d'effacer ce mot qui ne cesse de résonner dans sa tête. Coupable. Impossible de revenir en arrière, il le sait. Seulement. Il aurait tant souhaité s'expliquer avec sa mère. Malheur à lui, elle n'avait rien voulu entendre. Tout comme les flics qui le croyaient blâmable. Dans la peau de l'agresseur, celle qui lui avait donné la vie, celle qui chérissait le plus au monde, avait délaissé un jugement identique. Soupir. Il se souvient toujours de ces foutus silences, de ceux qui s'étiraient suite à chaque question posée par l'un ou l'autre des avocats, tandis que tous les regards lourds, accusateurs de la salle, venaient se poser sur lui. On lui avait demandé, à maintes reprises, de raconter, de préciser, d'expliquer son point de vue, comme si cela avait pu changer quelque chose. Et tous ces témoins. Il se rappelle qu'à l'époque, certains avaient hésité. Il avait désespérément cherché dans leur visage un signe de doute, une faille, quelque chose qui aurait dit « Nous ne savons pas ». Or, le procureur de la couronne, qui n'aimait pas jouer dans le jardin de l'incertitude, s'était avancé, implacable, muni de faits et d'indices. Son avocat avait fait son possible. Il se souvenait de sa voix, presque rassurante, quand il lui avait laissé entendre que tout n'était pas perdu. Utopie. Mais bon, lorsque le verdict était tombé, ça n'avait point été un choc, mais plutôt une confirmation à ce qui allait suivre. Comme si une porte, lentement, s'était refermée sur lui depuis le premier jour, une issue qui s'ouvre et qui le véhiculera vers d'autres perspectives. Pas de cris, pas de pleurs. Le jeune homme s'était contenté de respirer, profondément, pour ne pas disparaître en entier. À présent, dans le calme forcé de la nuit qui l'accueille, le monde poursuit sa routine. Lui, au milieu de ses souvenirs et de ses regrets, n'a plus le temps de remâcher à ce qui était hier, à ce procès ayant redessiné à tout jamais son existence. L'individu cesse de ruminer. Celui qui l'attendait arrive. Chapitre 1. Le Seigneur est mon berger, à ses côtés je ne manque de rien. Le Très-Haut me transporte vers des eaux tranquilles, puis m'illumine, me fait revivre. Il me conduit sur le juste chemin, en l'honneur de son nom. Si je traverse les vallons de la mort, non, je ne crains aucun mal, car il est toujours près de moi. Son bâton me guide et me rassure. Il me prépare la table devant mes ennemis. Il répand l'arôme du bien sur ma tête. La coupe de mon esprit est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent à toute heure de ma vie. J'habiterai ainsi la maison du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, pour la durée de mes jours. Oui, de mes jours. Amen, termine une voix désarticulée et râpeuse,
qui se fait entendre dans l'obscurité d'une fraîche et humide fin de soirée. Sous une vapeur, un inconnu accomplit un signe de la croix, une fumée blanche qui, ici, pourrait hypnotiser tout fort intérieur vivant, mettre toute conscience sans dessus-dessous, hormis celle d'un personnage vêtu d'une sombre bure, dont la tête est cachée sous un capuchon. La personne qui se trouve à être un mal démontre de la béatitude, immémoriale, et avec raison, car tout juste au-dessus de lui, et à qui il vient de léguer cette immémoriale prière, ondulent les voiles du grand monarque céleste ainsi que de sa garde. Allez, allez, alléluia. Ces merveilleuses entités, de leur énergie, de leur splendeur, le protègent contre tous les assauts du mal, puisqu'il a vu le jour sous l'étoile d'un prophète. Donc, pour ces êtres de bonté, de pardon, il s'est octroyé comme mission terrestre de tracer la voie à une croyance. Une s'étant égarée au fil des siècles, et qu'il cherche, par tous les moyens, à faire renaître. Pour cela, il se sent choyé, lui un noble serviteur de Dieu, de pouvoir accomplir cette fragile besogne. Le Kidam en sa personne leur est fort reconnaissant. Il les aime. Il les aime de tendresse, d'amour. Ils sont le phare, le repère au cœur des tempêtes que déverse le monde des ténèbres. La main qui le déracine du brouillard. C'est de cette façon, en symbiose avec la zénitude du ciel et les éléments qui le ceinturent, que celui-ci s'attelle à la tâche. Et jusqu'à présent, il exécute son boulot avec force, détermination et liesse. Notable, puisque tous, dans les bras de l'éther, le regardent. Ils le contemplent, tandis qu'il est sur le point de réaliser le changement souverain. Ils sont fiers de lui. Il en est persuadé. Ils ne veulent pas être déçus. Il en est pleinement conscient. Davantage, il le ressent au fond de ses tripes. Alléluia, s'exclame-t-il à nouveau, tout en se signant d'un second symbole chrétien. Suite à une poussée de fumée qui se dissout dans l'air, sa concentration, elle, délaisse le plafond terrestre pour une toute nouvelle cible. Sur le moment, il observe un homme. Celui-ci est allongé sur l'herbe, tout juste à ses pieds. Le beau au bois dormant, comme il aime le nommer, est sous l'effet d'un puissant sédatif. Les yeux du mystérieux personnage sourient tristement face à la richesse, à ce galbe cousu d'or que son invité charrie. De race caucasienne, le type laisse transparaître une stature plutôt ferme, un adepte du culturisme, conduit par de longues échasses élancées, des bras fardés de muscles de plus qu'un visage endurci, sculpté dans la finesse. L'homme est vêtu d'un chic costume bleu marin et dégage une agréable odeur de parfum. Pour ce qui est du bout des doigts, ceux-ci se présentent tels de véritables diamants. Les ongles brillent sous une manucure exécutée avec soin, minutie et expertise. Mais ce n'est pas tout. Plus loin, au-delà de cette zone, sur une pente au relief verdâtre, s'élève aussi la résidence familiale. Un manoir qui appartient en exclusivité à cet agent d'artiste, l'un des plus en vue du pays. Si compte, on parle d'un ingénieux montage de béton, de pierre, de bois rarissimes, ainsi que d'immenses fenêtres ornées de vitraux. Une superbe maison dressée sur une vaste étendue herbeuse entretenue avec soin, et valant au bas mot qu'un petit 7 millions de dollars. Rien que ça. L'homme mystérieux se met à méditer. Sincèrement, est-ce que sous cette richesse, cette dorure est pertinente? Bon, d'accord. Certains experts en la matière diront qu'en principe, l'enchantement de fortune est au sens courant du terme un état émotionnel agréable. J'arrive pas à lire. Une position dans laquelle se niche une personne qui estime, avec conviction, être parvenue à la satisfaction de ses aspirations, de ses désirs monétaires qu'il a jugés importants pour mettre en place les fondations de son existence. Belle définition, belle théorie à la question. Une bonne dose de miel dans un café bien fort, oui. Or, est-ce réellement le cas? Ok, d'accord. Cet individu, les omoplates allongés sur le tapis de gravier, doit assurément percevoir sa propre situation de manière positive. Ce dernier doit ressentir une émotion de plénitude, de sérénité et de liberté, car l'aquarium de cristal dans lequel il patauge pue le fric à plein nez. Cependant, pour le mystérieux,
cela demeure que du falsifié, de l'inexact, du factice pur et simple. En ce qui le concerne, le bonheur de ce type n'est qu'une étendue purement artificielle, un paysage bourré à souhait de ritournelles. Le pognon, à son avis, n'est qu'une simple drogue, un hallucinogène parmi tant d'autres. Et à l'habitude que concède à notre cerveau ce que l'on appelle les psychotropes, eh bien il nous offre de l'irréalité, de l'altéré. Le fric, que cela n'en déplaise, déploie un effet similaire. C'est inévitable. Tout comme n'importe quel stupéfiant, la dépendance nous tient lorsque nous sommes plongés, bien profondément, dans une abondante quantité de billets de banque. Nous en consommons en grande satiété. Nous avons l'impératif besoin d'en avoir plus, du cash. On veut du cash, encore plus de cash. Néanmoins, le contraire est également avéré. Quand les $10 se font rarissimes ou s'absentent durant de longues périodes, la calamité se fait ressentir chez l'humain devenu intoxiqué. Le manque, l'insuffisance, devient un séisme interne. La personne qui en est la victime prend la forme d'un roseau alangui. Misérable. Les pensées se décrochent. La brume, de plus en plus, s'accroche. L'individu, immobile depuis environ 1 heure, vient tout juste de faire des gestes involontaires. Le mystérieux l'observe et attend ainsi la suite des choses. Pauvre homme, songe-t-il. À la limite, le douanier du bonheur lui a-t-il véritablement remis son passeport? A-t-il franchi le seuil de la magie que dessine la spiritualité? Sa quarantaine est fort vibrante. Il est dans la force de l'âge, cela ne fait aucun doute. Cependant, ici, seule sa coquille charnelle se démarque du lot. La quadruple décennie qu'il trimballe, mais que la vue traditionnelle ne peut percevoir, se trouve à être plutôt malsaine, polluée en son centre. Oui, un être, un enfant de Dieu dont le quotidien se détériore, semblable à une feuille de papier à laquelle on viendrait y mettre le feu. À son avis, une belle analogie. Aucun autre mot ne peut mieux brosser le tableau de sa vie, complètement faussé, de son existence corrompue. Les éboulements internes que cet homme subit, qu'il ne discerne jamais et qu'il n'est point en mesure d'appliquer. Ça bouge. Le mec, plein aux as, est, au final, en train de passer du sommeil à l'état d'éveil. Sa conscience refait graduellement surface. Celui qui se nomme Harold Fisher est sur le point de reprendre connaissance. Par le fait même, ce dernier propulse une légère grimace empreinte à la douleur. La blessure infligée, elle, se met à saigner davantage. La proie, toujours aux prises avec des vertiges et escortée d'un masque de chair barbouillé de sang, gesticule. Putain, j'ai mal. Ma tête, elle, elle va exploser. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le mystérieux, avec un bruit de pitié, cherche à calmer sa cible en lui caressant le front d'une manière apaisante. Merde, mais, qui est là? Demande-t-il en déplaçant son crâne, ce qui entraîne un tourment supplémentaire à celui infligé. Un ami. Soyez sans crainte, monsieur Fisher. Je suis ici pour vous secourir, répond l'hôte, dont la voix se trouve à être fortement râpeuse, pleine de distorsions et difficilement compréhensible. Pour me quoi? Ah! Mes yeux, clame-t-il avec plus de vigueur, ils me font un mal de chien et je n'y vois plus rien. Putain, si vous souhaitez vraiment m'aider, appelez une saloperie d'ambulance au plus vite. L'homme, à la toison d'or, tente de déposer ses 10 doigts sur ses tout nouveaux organes, que le mystérieux l'intercepte aussitôt et le retient. Bordel de merde, mais que faites-vous? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le... Je vous en prie, gardez votre sang-froid, tout votre calme, monsieur Fisher, et sachez que ce que je souhaite sauver, aucun médecin sur cette planète ne peut le faire. Il n'y a que Dieu et moi qui sommes en mesure d'accomplir cette putain de folie de merde, mais de quoi parlez-vous?
L'interrompt l'agent d'artiste. Mini-pause. Non, 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 je viens de saisir. Vous êtes un taré, un malade, un échappé de l'asile, j'en suis certain. Au secours! Au secours, aidez-moi! On cherche à me faire. Sling! Coupure vocale. Les cris de l'homme sont vite contenus. Le mystérieux n'a point perdu de temps. D'un geste vif, celui-ci a extrait de son vêtement de crin une dague légèrement courbée, puis est venu, avec une belle finesse, trancher la veine jugulaire du cou. Les prunelles de la victime s'ouvrent grandes, comprenant ici que la fin est d'une absolue vérité, qu'aucune porte de sortie ne lui sera consacrée. Le mystérieux s'en désole. L'individu dont le sang coule verra dans les prochaines secondes sa carcasse se vider de sa flamme spirituelle, alors qu'il aurait tant souhaité savoir pourquoi. En tant que professionnel, pourquoi ce fou s'est-il donné comme mission de subtiliser sa vie? Quel est le but de cette quête? Quels en sont les avantages, les bénéfices? Et, dans la peau d'un humain, saisir son cruel geste. Qu'a-t-il donc accompli pour mériter ce sort? Qu'a-t-il fait? C'est l'incompréhension totale. Son intérieur hurle de désespoir. Harold ne veut pas mourir. Non, il ne le veut pas. Surtout, mais surtout, il ne souhaite pas s'endormir seul, quitté tel un simple chien que l'on aurait abandonné sur une route de campagne. L'agent ne désire point partir sans ses amis, sa famille, sans personne pour lui tenir la main. Des âmes chères qui d'habitude l'entourent. Punch au cœur, aiguille dans les tripes. Le froid s'immisce graduellement en lui. À présent, sa vie déboule dans l'escalier des trépassés, puis se perd peu à peu dans la noirceur. Il est effrayé et sur le point de parler le silence, le langage tiré de la mort. Ailleurs, dans un autre esprit. Monsieur Fischer, en ce moment, ce ne sont nullement les paroles qui doivent être mises en valeur, mais bien la vision, la clairvoyance. Partez, décollez, voguez vers notre Seigneur. Toutefois, regardez à travers votre contraire, votre opposé. Ici, donnez-vous une chance d'entrer dans le monde de lumière. Monsieur Fischer, prions ensemble. Vous le voulez bien? Conclut en pensée le mystérieux, tandis que l'âme de l'agent artistique, elle, s'en est allée. Amen. Voilà pour cet extrait. J'espère que ce roman va vous tenter, que cet extrait vous a plu. En tous les cas, moi, il m'a beaucoup plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.